want Philly Philly? Yeah, let's do it. Over the middle and into the end zone. Zach Ertz for the touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere. This is for you. Bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode 47 du Fly Podcast Fly. Un épisode un peu décalé, on s'en excuse. Enfin, en tout cas, il est aux horaires normaux, mais c'est vrai qu'on a joué le jeudi, donc ça peut paraître un peu long. En termes d'organisation, c'est la seule possibilité que nous avions. On a perdu contre les Buccaneers. Il y a du mauvais, il y a du bon. On a perdu 28-22, on va y revenir. Et pour m'accompagner, comme toujours, Grégory. Salut Grégory. Salut Victor, salut à tous, salut Loïc. Et Loïc, salut Loïc. Salut à tous. Bon, Loïc qui participera comme il peut, parce que nous sommes dans des conditions ubuesques d'enregistrement. Mais nous allons faire au maximum et on essaye toujours d'être à l'heure pour partager avec vous la saison des Eagles. Donc ce match, il commence pas fort défensivement, puisqu'on prend 2 touchdowns sur les 2 premiers drives. On en marque un. Par Zach Ertz, grâce notamment à une grosse défensive interférence. 14-7 à la fin de premier quart-temps, on se dit pourquoi pas. Et deuxième quart-temps, très difficile. On prend un nouveau touchdown et à la mi-temps, 21-7. Un peu comme contre Carolina, à la mi-temps, on se dit que ça sent pas bon. Et un peu comme contre Carolina, on va se réveiller. On va prendre un touchdown dès le début de la seconde mi-temps, 28-7. 28-7, on est dos au mur, c'est presque fini. Et là, on va marquer 2 touchdowns. L'attaque de Tampa Bay n'y arrive plus. On revient à 28-14, on revient à 28-22. Et au moment où éventuellement on peut récupérer la balle pour aller, pourquoi pas, jouer à victoire, les grands joueurs dans les grands moments, Tom Brady, Antonio Brown, ils nous crucifient sur un third down qui est bien défendu en plus. Mais bon, parfois... quand les mecs en face sont trop forts, c'est trop fort. Et on perd 28-22. Donc, on a 2 victoires pour 4 défaites, ce qui est plutôt un bilan pour lequel on aurait signé avant le début de la saison. On le disait, le début de calendrier était titanesque. Là, on va arriver dans des semaines où, globalement, on peut jouer la victoire à peu près chaque semaine. Grégory, qu'est-ce que tu retiens de positif de ce match, de cette défaite encourageante, si on peut l'appeler comme ça? Je suis un peu partagé parce que tu as raison, on aurait signé pour le 2-4. Voilà, ça c'est la première chose. Quand on réécoute nos podcasts, on ne va pas dire de mensonges. On a imaginé qu'à un moment ça pouvait être un 1-5 ou un 0-6. Certains l'imaginaient. On voyait un 2-4 possible, mais le 1-5 en vrai était plutôt dans les pronos. Surtout qu'on ne savait pas trop comment certains allaient jouer, réagir. Voilà, il y avait beaucoup d'inconnus. Alors, sur le bilan, le 2-4, il n'est pas infamant. Sur la progression, qui était un de nos souhaits, il y a une légère stagnation et on voit de temps en temps les mêmes erreurs. Maintenant, c'est difficile de brûler tout le monde. Alors, on peut les brûler pendant un direct, pendant la nuit, parce qu'évidemment, il y a les nerfs, il y a la fatigue, et que les mots dépassent nos pensées, et qu'on est supporter avant tout. Donc ça, c'est logique. Et même moi, j'ai envie d'insulter par moment bébé Jalen en voyant le match pas en direct. Donc, j'imagine bien que sur l'instant, on se dit je vais le broyer, lui ou le coach ou qui tu veux. Et puis après, on prend le temps de la réflexion, ce que permet ces 5 jours entre l'enregistrement et le match. Et puis, on se rend compte que, comme contre Carolina, il y a un truc qui est drôlement chouette dans cette équipe-là. Et c'est ça que je retiens de positif. C'est qu'il y a un état d'esprit du « j'abandonne pas » et la défaite n'est pas inéluctable, n'est pas évidente à chaque fois. Contre Carolina, on croit que c'est fini, on gagne. Et là, contre les champions en titre, contre Brady, on est largement torpillé, largement mené. Et puis, tu l'as dit, on est à 2 doigts d'avoir un drive pour gagner. Et j'ai envie de retenir ça. Bon, vous allez vous occuper du reste et vous aurez raison. Mais je me dis qu'il n'y aura pas toujours Brady Brown pour faire cette passe magnifique, cette réception magnifique, et que il se passe un truc. Les mecs se tirent pas dans les pattes,
On sait que Lane Johnson a eu des soucis. Ça n'a pas fuité. Voilà, je sens quelque chose se construire et je refuse aujourd'hui d'être violent sur certains manquements et de me dire ça se met en place. C'est un process et il faut accepter, c'est que la 6e journée et tout ça est assez logique. Voilà. Oui, alors, je nuance, mais je suis assez d'accord avec ce que tu dis. C'est-à-dire que le groupe, entre guillemets, vit bien et le groupe est soudé auprès de Sirianni. Je pense qu'il y a une mentalité, les mecs ne veulent pas perdre, etc. Après, c'est quand même les mauvaises équipes qui se retrouvent menées de 21 points et qui ont des fameuses victoires morales. Donc, je suis un peu partagé. Attention, Victor, je te coupe, pardon, parce que je ne parlais pas de la Ligue ou des autres équipes en général. Je faisais référence par rapport à l'équipe des Eagles qui lâchait l'an dernier. Je comprends bien et je suis d'accord. Il ne lâche pas. Après, ce serait mieux de ne pas avoir 21 points de retard, mais je suis d'accord. Il ne lâche pas. Moi, tu m'as demandé un truc positif. Hein. Oui, bien sûr. Mais si on commence sur le positif, oui, moi, je vais vous parler de la défense. Parce que la défense, je trouve qu'elle s'est bien comportée. Oui, elle prend 14 points au premier quart-temps. Mais on est face à une des meilleures attaques de la Ligue. On est face à Tom Brady, face à Antonio Brown, face à qui vous voulez. On prend 28 points. C'est plus qu'honorable. Et je trouve que la défense, pour le coup, tu vois, Greg, on parlait de progression. Je te disais, j'attends la progression et tout. Et bien, je trouve que la défense progresse. Les schémas de jeu sont variés. On arrive à un peu plus surprendre qu'on le faisait avant. On a toujours un problème qu'on aura toujours parce qu'on n'a pas des linebackers au niveau. Le jeu au sol sera toujours un problème. Ça, et on pourra le régler l'année prochaine par la draft à free agency, mais ça sera un problème. Mais globalement, on a une équipe, je trouve, qui tourne défensivement. Oui, Loïc, toi, tu vas. Est-ce que tu as un truc de positif à nous dire ou est-ce que tu veux nous parler déjà des gros problèmes qu'on a vus dans ce match? Positif à dire sur ce match, tu as déjà parlé de la défense. C'est vrai que la défense, au final, c'était pas si catastrophique. On a eu très peur après 2 drives. En attaque, par Quez Watkins, toujours. Le reste, c'est compliqué. Hein. Donc, franchement, là, c'est compliqué de juger si c'est la faute des joueurs, est-ce que c'est la faute des coachs, est-ce que c'est un mix des deux. Il y a beaucoup de ratés, il y a beaucoup de problèmes d'exécution. Est-ce que les plays appelés sont les bons? On ne sait pas trop. En fait, c'est ça le problème. En fait, c'est quand tu regardes le match, tu n'es pas sûr à 100% de qui tu dois blâmer, en fait. Et je trouve que c'est ça un peu le problème. Enfin, pour nous, en tout cas, quand on voit ça, on se dit, mais comment ils peuvent s'améliorer, en fait? En tout cas, ce qui est chouette, c'est que tu fais le podcast à plusieurs et on embrasse ta fille, qui est une vraie supportrice des Eagles et qui décide d'intervenir. Coucou, choupette. Pourtant, elle est dans la chambre à côté. Mais elle est contente d'être dans le podcast. Hein. Entre ma fille et puis les travaux chez Victor. Hein. On a dit qu'on faisait dans les conditions dans lesquelles on pouvait. Vous êtes là, vous nous entendez le plus proprement du monde. À part Victor qui pèterait un plomb à la fin du podcast, tout va bien se passer, je vous assure. Hein. Ouais, c'est moi qui fais le montage. Donc, entre les travaux. Encore ta fille, ça va. J'ai envie de dire que le plus gros problème, c'est les travaux chez moi. Mais enfin, bon. Mais t'as qu'à pas te faire construire un loft sur 250 mètres carrés en plein 16e. Hein. Oui, ce sont mes voisins qui font les travaux. Merci. Hein. Moi, malheureusement, je suis un pauvre supporter des Eagles. Sur ce match, très clairement, Jalen Hurts a été mauvais. On va pas. Oui, non, mais après, je vais pas défendre Jalen Hurts aujourd'hui. Hein. Il a fait un mauvais match. Il n'est pas bon sur ce match-là. Il n'y a pas de progrès. Ça fait 2 rencontres où on se pose des vraies questions et que malheureusement, il est en train de répondre à la négative à la question est-ce qu'il peut être un QB titulaire et celui des Eagles. Je ne vais pas mettre des œillères. Maintenant, c'est aussi un ensemble et c'est une phase de progression. J'aime bien dire et répéter qu'il n'a que 5 matchs, je crois, ou 6 matchs au max de plus que Trevor Lawrence. Voilà, comme ça énerve Loïc encore plus. Mais voilà, je pense qu'il fait pas. J'ai ma chienne qui s'y met, moi, dans le podcast. Oui. Voilà, vous lui dites bonjour. Lamar Jackson, à sa saison rookie, il a joué 3 matchs de plus que Hurts et il a été MVP sa 2e année. Mais attention, Jalen Hurts, il n'a pas le talent de Lamar Jackson. Voilà, on se le dit. Jalen Hurts a été sélectionné 20 choix plus bas que Lamar Jackson. Donc, Lamar Jackson a été un premier tour.
Il a été une énorme star universitaire. Il y avait juste un doute sur le fait qu'il pouvait lancer, mais on savait qu'il allait courir, que c'était une menace. Moi, je dis juste que Jalen Hurts était pris pour être d'abord le backup de Carson Wentz et qu'on a mis des espoirs, qu'il a montré des choses et que si là, il n'est pas bon, je crois encore qu'il peut être notre QB au moins l'année prochaine parce qu'il faut voir ce qui peut arriver l'année prochaine si ce n'est pas une énorme star venue de Green Bay, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire parce qu'il me semble que la draft n'est pas terrible. Maintenant, je dis juste, et encore, on ne l'aura pas, hein, mais bon, je dis ça. Je dis juste, attendons quelques matchs. Je dis juste, pour faire court, que Jalen Hurts, pour moi, il faut lui laisser encore 3-4 matchs. Voilà. Ouais, moi je commence à être un peu… En fait, je pense que Hurts sera à jamais un bon remplaçant titulaire correct. Je pense qu'on commence à voir ses limites. On voit ses limites sur l'utilisation de terrain. Il n'utilise pas de tout le milieu de terrain. Et quand vous voyez un joueur un petit peu comparable sur la gamme de jeu qui est Kyler Murray, lui, il utilise beaucoup mieux le milieu de terrain. Je pense que Jalen Hurts n'aide pas sa ligne. Il sort de la poche toutes les 2 minutes. Toutes les 2 minutes, il est là. Il n'y a même pas encore de pression qui est déjà sortie de sa poche. Et il y a des gens qui commençaient à dire, vous avez vu, Maïta, il a pris des pressions et tout. Mais quand votre quarterback a scramblé à droite avant même le début d'action et que vous vous retrouvez à devoir défendre un lineman, un linebacker, un cornerback, il y a un moment, oui, forcément, ça passe. Il y a un vrai… Je pense que ça a été le pire match de Hurts dans sa gestion de la poche. Je pense vraiment que mais la question est est-ce que ça se travaille? Est-ce que c'est quelque chose qui peut améliorer? Mais oui, mais est-ce qu'on fait un bilan à 6 matchs? Ou est-ce que si on en est à 12, après 14 matchs, on est à 7-7, est-ce que le bilan est bon, que ses stats sont bonnes? Non, mais oui, mais moi, je suis je répéterai chaque semaine de la patience. Franchement, les stats et les victoires, je m'en fous. Moi, comme l'a dit Victor, je veux voir des progrès. Le problème, c'est qu'on avait vu un semblant de progrès contre les Chiefs où de temps en temps, il attaquait la poche, chose qu'il ne faisait pas avant. Et depuis, en fait, il est retombé dans ses travers. En fait, il n'attaque pas la poche. Et je lisais quelqu'un qui disait qu'en fait, il se base sur ses qualités athlétiques pour s'en sortir. Au jour d'aujourd'hui, ses qualités athlétiques compensent beaucoup de choses. Donc, c'est bien, hein, ça permet d'avancer, ça permet de continuer des drives. Mais moi, sa lecture de jeu, sa lecture du terrain et même ses prises de décision, c'est flippant. Hein, parce que quand on a vu la différence entre Trevor Lawrence, puisque tu l'as cité, et Jalen Hurts. Trevor Lawrence, il balance le ballon à l'extérieur pour son receveur à un endroit où le défenseur n'a aucune chance d'attraper le ballon. Alors que Hurts, il va lui placer à l'intérieur et forcément, comme il n'a pas lancé assez fort, interception. Oui, pour recadrer ce dont tu parles de l'interception. En effet, d'habitude, on dit toujours qu'il faut lancer devant et il faut lancer épaule extérieure. Parce que épaule extérieure, c'est-à-dire l'épaule qui est entre joueur et le bord du terrain, puisque dans l'idée, soit le receveur l'attrape, soit c'est extrêmement bien défendu, soit c'est incomplete. Mais le risque d'interception est quand même très limité. Là, il lance sous-dosé et épaule intérieure. Donc, en gros, c'est un appel à se faire intercepter. Et puis c'est un appel à se faire intercepter. Les 2 passes à Rigor, où ça fait 2 interférences, les 2 fois, les ballons ne sont pas assez sous-dosés, séparés, en fait. Alors que Rigor, pour une fois, a de la séparation. Et paradoxalement, il n'y a peut-être pas interférence si elles sont bien dosées. C'est ça qui est rigolo aussi. Si ça se trouve, il fait un drop et mais bon. tu n'avances pas du tout de la première mi-temps. Mais Non, mais je pense que Jalen Hurts, il a des qualités indéniables. Tu as dit athlétique, au sol. Il y a plein de choses sur lesquelles il progresse, mais il y a 2 problèmes. C'est la gestion de la poche et la précision. Et enfin, la gestion de la poche et QI football en général. Il y a un moment, utilisons ce milieu de terrain. C'est pas possible, quoi. C'est pas possible. C'est vraiment, Mais c'est surtout qu'on voit en plus que même si tout le monde le critique beaucoup, Sirianni, tu peux voir que malgré le fait qu'il soit que passe, les receveurs sont quand même libres assez régulièrement. Non, mais c'est ça. Donc c'est ça qui rend un peu fou. Si ça se trouve, on n'a pas le même discours sur Sirianni. Si Hurts, il est un peu plus précis, il prend de meilleures décisions, il lit un peu mieux le terrain. Si ça se trouve, on dit « Ah, Sirianni, trop bien, machin, ça marche trop. » Après, c'est sûr qu'il faudrait qu'il court un peu plus. Hein. Là, je trouve qu'il est un peu trop dans l'extrême de la passe. S'il veut avoir une attaque basée sur la passe, très bien. Mais là, je pense qu'il est allé un peu trop loin. Et même en allant trop loin, en fait, s'il n'y a pas de sens dans l'utilisation du personnage, je trouve qu'il y a des incohérences. Moi, Miles Sanders qui joue autant, si ce n'est pas pour courir, je ne comprends pas pourquoi il jouerait plus que Gainwell, en fait. Il joue 75% des snaps.
et il finit à 9 courses pour 56 yards. Et 2 réceptions pour 10 yards. C'est catastrophique l'utilisation. Je veux dire, il y a un moment, si tu veux faire des réceptions, prends Gainwell. Mais à un moment, Sanders fait le courir aussi, en fait. Même si, bon, c'est sûr, c'est les Buccaneers, c'est la meilleure équipe de la ligue contre le sol. C'est vrai, pas le match qui incite à jouer au sol, c'est vrai. Mais on a vu en fin de match que ça marchait, mine de rien. Ça pouvait surprendre. Donc, moi je suis un peu pessimiste sur Hurts. Je pense, pessimiste, plus, voire déjà résigné sur la capacité de Sirianni à être un play caller. C'est marrant, moi, c'est l'inverse. Oui, mais toi, c'était dès le premier match aussi. Au moins, tu es cohérent. Ouais, bah écoute, moi franchement, j'aimerais avoir tort et dire Hurts, il progresse sur ça. Mais là, c'est vrai que moi, je trouve très dur. Je ne vais pas vous dire que c'est un bon QB. Je ne vais pas vous dire que c'est un bon match un bon QB sur cette rencontre. Moi, je regarde juste où est-ce qu'on était en début de saison, ce qu'on imaginait, ce qu'on voyait, le bilan, les stats. OK, vous me dites oui, il lance mal. Mais voilà, si on tire à boulet rouge, mais vous avez raison aussi, c'est le principe, c'est ce que je fais dans mes émissions à la télé, c'est ce qu'on fait dans ce podcast. Bien sûr qu'il faut faire des étapes et faire des points match après match, parce que sinon, on attend la fin de la saison et puis c'est à ce moment-là qu'on fait que des bilans. Je dis juste que dans cette situation si particulière des Eagles, avec ce job si particulier de quarterback, après ce qui s'est passé les années d'avant avec Carson, voilà, je dis juste méfiance que ça ne retombe pas sur le coin du bec dans 2-3 matchs. Voilà. Je ne vais pas vous donner rendez-vous à la fin de la saison, mais j'attends de voir le triptyque qui arrive. J'ai encore cet espoir-là, et ce n'est pas pour faire l'optimiste de base. C'est que c'est trop haut pour nous par moment. C'est tout. C'est trop haut pour nous à un moment. C'est comme quand Lukaku dribble Hernandez. Hernandez a beau être un super défenseur central. Lukaku, c'est un des 2 meilleurs attaquants du monde. Là, tu joues les Buccaneers en défense, en attaque, dans l'ensemble champion en titre. C'est trop haut pour toi, il faut l'admettre. Alors, est-ce que l'année prochaine, il ne sera pas suffisamment bon, Sirianni, Hurts ou qui tu veux, pour nous amener au playoff quand on le demandera? Là, on pourra. Là, dans la saison de transition par rapport à d'où on vient face à des équipes qui doivent être de notre niveau, je me donne encore 3 matchs. Mais tu vois, Sirianni, par exemple, ça ne serait pas le premier à être un head coach qui n'appelle pas les play calls offensifs. Il y en a plusieurs qui font même. Il y a un bon nombre de coachs en NFL qui le font. Moi, je pense qu'à la fin de la saison, ça serait aussi preuve de maturité, si ça continue dans ce trend, de dire c'est un bon head coach. Il a mobilisé l'équipe est derrière lui, les joueurs jouent pour lui, mais ce n'est pas un bon play caller. On recrute un coordinateur offensif, peut-être un peu plus expérimenté, qui, lui, pourrait être un play caller. C'est aussi à ça que ça va servir. Alors, à quoi il va servir? À quoi il va servir s'il n'appelle pas les plays en attaque, en défense, bon, voilà, toi, il y a un moment… excuse-moi, il y a plein de mecs qui font ça. Dan Harbaugh, il appelle quoi exactement? Mike McCarthy à Dallas, il appelle ni l'attaque ni la défense. Belichick. Mais moi, j'ai du mal avec cette gestion du head coach qui attaque pas. Bill Belichick, il n'a jamais appelé un snap offensif de sa vie. Il a gagné 6 bagues. Donc, bon. Moi, j'ai du mal avec ça. Mais vous avez raison, les contre-exemples sont bons. Mais moi, j'ai du mal avec ça. Donc, après, je pense qu'il y a pas mal. Alors, oui, il y a des gourous offensifs, etc. Mais Sean McDermott au Bills, il n'appelle pas les plays. C'est Brian Daboll qui les appelle. Donc, ouais, je pense qu'il y a beaucoup d'exemples à donner qui pourraient être bons. Mais globalement, moi, je continue à me dire, bon, 2-4, c'est bien. Je pense qu'on peut avoir un bilan très correct à la fin de la saison. Mais voilà, il y a toujours ces deux questions en suspens. Sirianni, stop ou encore, Hurts, stop ou encore. Et pour l'instant, je suis un peu dans le négatif sur les 2 questions. Sirianni, stop ou encore, tu parles du play caller ou… Ouais, je parle du play caller. Non, je ne pense pas que virer un head coach la première année soit intelligent. Là, je parle vraiment du play calling. Ouais, parce que si tu vires le head coach après 1 an, il y en a un autre qui se fait virer au-dessus. Oui, non, mais tu vois ce que je veux dire. Mais sinon, Doug Peterson est libre. Si jamais, c'est un bon coach. Je ne sais pas si vous savez, il a gagné une bague. Avec un QB remplaçant, non? Ouais, donc ça pourrait être pas mal. En plus, un QB remplaçant qui avait tendance à reculer aussi, à partir un peu n'importe où dans sa poche. Ouais. Enfin, bon, bref. Messieurs, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez dire dans ce match? D'autres points qui vous ont marqué, mis à part que Singleton est nul? Moi, je vais peut-être commencer juste pour un truc.
Avonte Maddox est depuis le début de la saison peut-être notre meilleur défenseur. Ah, il y a Hargrave. OK. Notre deuxième meilleur défenseur. Ouais, non, mais ça se défend. Mais ce que je veux dire en soi, 1, 2, 3, 4, c'est dans l'idée, c'est juste dire Maddox à l'extérieur, ça marche pas. Dans le slot, c'était bon avant qu'il passe à l'extérieur et c'est bon après. Je pense qu'on avait des doutes légitimes au début de la saison. Là, aujourd'hui, on n'a pas de doute. C'est un excellent titulaire dans le slot. Mais est-ce que tu le re-signes du coup? Oui. Ouais. Enfin, après, ça dépend du prix qu'il réclame. Mais au prix d'un slotman, oui. Et en parlant d'un autre joueur qui est libre à la fin de la saison, qu'on a beaucoup défoncé, obligé de reconnaître que pour la deuxième match de suite. Non, tu vas pas faire ça. Mais non, non, Laisse-le, Victor, il s'émence, laisse-le. Derek Barnett a été bon. Et voilà. En plus, pour une fois, dans la légalité, il voulait défoncer Tom Brady. Et les arbitres se sont mis littéralement physiquement entre lui et Tom Brady sur l'interception. J'ai trouvé ça intelligent de sa part pour une fois, tu vois. Je vais vous donner les détails. C'est vendredi matin, donc j'avais pas dormi de la nuit pour regarder le match. Discussion Twitter, on refait le match, etc., etc. Grégory me dit t'es un peu tendu, tu veux brouiller tout le monde. Bon, en même temps, c'est vrai que le matin, quand j'ai pas dormi, j'ai tendance à vouloir brouiller tout le monde. Après, je me calme. Et puis à un moment, j'ai vu Loïc qui a commencé à dire s'il continue comme ça, Derek Barnett, il faut le re-signer. Là, j'ai arrêté de parler. Là, j'ai coupé le téléphone, je l'ai posé. Je me suis dit, on va aller faire autre chose là, parce que. Non, mais tu sais, Victor, Loïc réagit comme un Américain, du pragmatisme. C'est un homme qui ne construit ses équipes que par ce qui arrive sur le terrain. Nous, on a du cœur. Lui, il se rend compte que finalement, il peut être bon. Allez, finalement, on oublie le passé, on y va. Voilà. Non, mais il a pas suivi football. Il a été bon de match. Calmons-nous. Il n'a pas fait un stack depuis le début de la saison dernière. Oh là. Mais c'est pour ça que je te dis, on va attendre de voir les 11 derniers. Et s'il est capable d'être bon aussi régulier sur les 11 derniers, la question se pose. Étant donné que tu as des trous partout en défense, si tu as un joueur de 25 ans qui devient régulier, tu dois te poser la question si tu le gardes, comme Maddox. Pour moi, Maddox, tu ne devais pas le garder. Et puis finalement, vu son début de saison, vu son âge, vu les besoins qu'il y a partout, va peut-être falloir garder des joueurs à la fin de l'année quand même. Finalement, il n'est pas cher même. Tu vas voir, dans 2 minutes, il va nous sortir. Non, mais 12 millions l'année, franchement, c'est une affaire. Moi, je pense qu'il faut signer sur 8 ans, en garantir 6. C'est incroyable. Non, mais c'est incroyable. Je ne m'explique pas ce retournement de situation sur Dallas. Moi, je pense que de devenir père, la cabossé, hein, je te le dis. Hein, non, mais je ne sais pas si c'est le rhume. Une semaine, il est positif. Une semaine, il veut signer Barnett. Ça devient très inquiétant. Moi, je m'inquiète beaucoup pour la santé mentale de Loïc. Cela dit, inquiétez-vous, si Hurts fait 3 matchs encore de ce niveau-là et que je continue à le défendre, je viendrai dans le coin des zinzins avec lui. Hein. Ça marche. Et en parlant on peut parler de son quasi-homonyme qui nous a dit au revoir. Je voulais faire un petit segment après, mais on peut en parler maintenant, en effet. Je me tâte même à en faire un article, un podcast, je ne sais pas, mais on verra. J'essaierai de trouver le meilleur moyen de lui rendre hommage, mais c'est vrai que notre cœur tout vert a saigné cette semaine. Si on refait un peu histoire, vendredi commence à sortir des vidéos d'un Zach Ertz totalement émotionnel à la fin du match, plus des rumeurs qu'un de nos tight ends va être échangé. Donc, on commence plus ou moins à le comprendre. Et je crois que c'est samedi l'annonce officielle, ou peut-être le vendredi soir, d'ailleurs, je ne me souviens plus. Ouais, je crois que c'est dans la fin de journée. Ouais, Zach Ertz est transféré au Arizona Cardinals contre un 5e tour et Ty Gowan. Moi, je le dis tout de suite. Alors, on aura sûrement plein de temps pour parler du joueur qui est, je pense, pour toute notre génération, un de nos joueurs préférés d'histoire de Eagles. Un joueur absolument incroyable. D'abord, un complément de luxe de Brent Selleck, puis un des meilleurs tight ends de la ligue. Un joueur décisif au Super Bowl, vous l'avez dans notre intro à chaque épisode. Et puis un mec qui a l'air d'être un mec bien, quoi. Enfin, je veux dire, ça a l'air d'être un type, il a toujours tout donné, jamais trop foutu à merde. Oui, il y a eu des problèmes contractuels, ok, mais enfin bon, franchement, je pense que c'est un des joueurs qui m'a le plus marqué, peut-être le joueur qui m'a le plus marqué après Westbrook et McNabb, sûrement. En tout cas, Dawkins aussi, mais
En tout cas, dans cette période-là, si on enlève les années 2000, McNabb, Dawkins, tout ça, c'est sûrement le joueur le plus iconique de nos 10 dernières années. Je pense que sur la longueur, ça fait peut-être pas trop de défauts. Avec Fletcher Cox, c'est les deux piliers un peu qui nous ont amenés. Lane Johnson aussi. Hein. Oui, Lane Johnson, c'est vrai. Mais voilà, je pense que c'est un peu dur à encaisser. Par contre, je trouve la contrepartie vraiment convenable pour 6 mois de contrat. Greg? Bon, tu as tout dit, je ne vais pas rajouter pour rajouter, ça ne servira à rien. C'est vrai que c'est un joueur que j'ai adoré, qui m'a fait hurler devant ma télé, et notamment au Super Bowl, qui était d'une régularité incroyable. Je crois que c'est lui qui a porté Carson Wentz, c'est pas Carson Wentz qui l'a porté. Parce que quand on voit ce qu'était capable de faire Wentz, à un moment, on avait l'impression que ça finissait toujours un peu. Moi, c'est ce que j'avais toujours tendance à faire sur Madden. C'était un petit slant et poum, la passe pour Hurts, et je passais toujours. Tu vois, j'avais pas besoin de faire grand-chose. Hein. Je faisais la petite passe de 7 yards 2 fois de suite et j'avançais. Regarde sa deep ball de dimanche dernier, tu vas pleurer quand tu vas regarder celle de Hurts derrière. Ouais. Non, mais c'était un mec incroyable et je suis content pour lui qu'il aille aux Cardinals parce que il va dans une équipe qui a besoin d'un tight end. C'est pour ça que je ne vais pas répéter, mais plutôt ouvrir sur ça. Il y avait les Bills ou les Cardinals pour des prétendants au titre, clairement cette année, il faut dire les choses, et qui avaient besoin de tight end. Il va au bon endroit peut-être. Voilà, il va s'éclater avec un super QB. Et je pense qu'il aura toujours les Eagles dans le cœur. Donc, c'est bien parce que la compensation est bonne. Il y a draft, il y a un 5e tour sur une draft puissante. Il y a un bon corner qui arrive. Voilà. En tout cas, il y avait un need. Lui va être dans une équipe qui va lui permettre de gagner. Franchement, c'est un bon deal. Ouais, je pense que… Pardon, Loïc, juste pour préciser, parce que je sais que notamment Jean-Mi va pas être il n'était pas trop d'accord avec ça sur la compensation. C'est une bonne compensation à aujourd'hui. Oui. Mais la situation depuis plus d'un an aura été globalement mal gérée. Parce que 5e tour de draft pour Zach Ertz, c'est… pour 6 mois de contrat, moi, ça me Pour 6 mois de contrat, hein. Oui. Mais c'est juste qu'en fait, ça a été mal géré l'été dernier. Et voilà, Ty Govan, on peut dire que c'est un 5e, un 6e tour. Voilà, donc, après, voilà, pour 6 mois de contrat, c'est pas mal. Surtout, le plus important pour les Eagles, c'est donc tu récupères un choix de draft et surtout, tu libères de l'espace pour l'année prochaine. Parce que là, tu libères 6 millions ou 5 millions et demi, je ne sais plus. Hein. Donc, cet argent, va y en avoir besoin l'année prochaine, vu qu'il y a plein de gros contrats encore à dégager. Donc, c'est surtout ça, en fait. Est-ce qu'on ne va pas être recordman du monde de tour de draft l'année prochaine, quelque part, à un moment? Si. On a… Alors, attends que je te dise. On a le 5e des Cowboys qu'on a tradé l'année dernière. On a probablement 3 premiers tours. On a perdu un 6e pour Minshew et on récupère un 5e. Ouais, je pense qu'on a 3 premiers, 3 5e et on n'a pas de 6e. Non, on a un 6e puisqu'il y a eu le trade pour Pryor, qui était un 7e plus Pryor contre le 6e des Colts. Ah oui. Donc, il n'y a pas de 7e. Non, mais on a 3 premiers, 1 second, 3, 4, 3, 5, 1, 6. Il y en a 10. Il y en a 10. Non, c'est bien. C'est bien. Il y en a 10 et surtout, quand même, pour le coup, 3 premiers tours. Non, mais il devrait y en avoir 4 dans le top 50. Quoi. Ouais, et puis, parce qu'on se dit aujourd'hui, ça va peut-être pas durer, hein, mais Miami, c'est catastrophique. Indianapolis, c'est correct, mais ça va pas déclencher le sommet. Aujourd'hui, on est 2-8-9, je crois, à la draft, théoriquement. En vrai… 8-9 depuis. Ouais, mais en vrai, je pense qu'on peut viser 2 top 10 et un top 20. Non, est-ce que tu changes tout pour un top 1? Non, pas cette année. C'est-à-dire, tu veux dire trader les 3 pour aller chercher le quarterback numéro 1? Non, c'est ça. Pas cette année. Okay. Non, et puis pourquoi… C'est pas de cul. On a 3 top 1 une année où il n'y a pas de quarterback générationnel. C'est relou. Oui, après, bon, tu sais, il y a des années… l'année Watson-Mahomes, ça devait être une année moyenne de quarterback. Oui, finalement, c'était 2 mecs pas trop mauvais, quoi. Hein, donc, bon, après, c'est toujours pareil. Je pense que, par contre, tu vois… Tu sais pas ce qui va se passer
à aujourd'hui, imaginons, on a 2, 8, 17. Si au 8, Matt Corral, qui est aujourd'hui un peu en train de devenir le quarterback numéro 1, s'il est disponible en 8, ça se discute. Mais je ne trade up pas pour lui. Donc après, à voir. Enfin, en tout cas, pas au point d'aller. Victor va prendre 3 linebackers au premier tour. Donc, de toute façon, ne vous embêtez pas. Alors, j'ai fait une mock presque d'accord. J'ai fait une mock ce matin. J'ai pris un cornerback, un safety et un edge. Voilà. Comme ça, la défense était renforcée. Messieurs, juste 5 minutes, on va parler de notre prochain match contre les Riders. Les Riders qu'on connu, donc on en a parlé au dernier podcast, ils ont perdu leur entraîneur sur une polémique d'échange d'emails, etc. Ils se sont bien remobilisés. Faut pas se mentir, ils ont plutôt bien joué ce week-end. On se déplace là-bas. On n'est pas favori, mais je pense qu'il y a la place de faire quelque chose. Loïc, t'en penses quoi? Et déjà, est-ce que Lane Johnson va jouer ou pas? Ça, déjà, ça va être... Ben oui, il joue. Il a annoncé qu'il était de retour. Il a dit qu'il revenait à l'équipe, mais est-ce qu'il sera dispo dès dimanche prochain? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas trop comment penser de ce match, en fait. Si c'est comme Carolina. Ouais, mais Derek Carr est quand même bien supérieur à Sam Darnold. Les receveurs des Raiders font des plays. Ruggs, il fait des plays de temps en temps. Renfro, Waller. Surtout Waller, qui est un top tight end. Après, moi, je pense qu'il y a une vraie opportunité. C'est qu'aujourd'hui... Il y a plein de blessés, je crois, non? Non, mais même, il y a des blessés, mais surtout nul. La ligne offensive aujourd'hui, à part Miller, qui est un peu le phare dans la nuit, c'est j'en sais rien, moi, 30e de la ligue. Attends, je regarde. Regarde, incroyable. FPF. Bon, ça veut pas tout dire, je suis d'accord, mais ça donne une indication. Guarde gauche, Simpson, 68e sur 76. Le centre, James, 35 sur 35. Le garde, Leatherwood, 78 sur 79. Le tackle, Parker, 79 sur 79. Allez, c'est nul. Donc là, tu es en train de me dire que Cox et Hargrave. Non, mais c'est le seul moyen de gagner, c'est de ne pas laisser le temps à Carr d'envoyer la balle et c'est d'avoir un match de fou furieux de notre ligne défensive qui écrase la ligne offensive adverse. C'est pour moi le plan de jeu numéro 1. Et après, l'autre truc, ça va être de bien gérer Ruggs, qui en effet peut faire des plays profonds, mais je trouve que Harris commence à progresser. Il va aider le cornerback impliqué dans la couverture profonde. Quoi? C'est Nelson le problème, de toute façon. Non, mais d'accord, mais je pense que voilà, l'enjeu principal, ce sera de défoncer leur ligne offensive. Et de l'autre côté, j'ai envie de dire qu'en effet, tu l'as dit, Lane Johnson ou pas, parce qu'en face, il y a Max Crosby et Yannick Ngakoue, qui sont 2 excellents pass rushers. Donc, il va falloir se les farcir aussi. Et je préférerais avoir Malaita à gauche et Johnson à droite, si possible, pour ce match. Greg, toi, tu vois autre chose dans ce match, une clé, ou mis à part un match fantastique de Jalen Hurts? Tiens, je vais vous prendre le pari qui va faire un grand match. Je vais vous donner une stat, là, regardez. Je vous donne 3 touchdowns à la passe, 1 touchdown à la course et plus de 300 yards. Et combien de touchdowns rappelés par un flag? Alors là, oui, il faut les dire. Malheureusement, je dis 3 touchdowns, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont être marqués. Ça veut dire qu'il va les envoyer et qu'il y aura toujours un connard qui mettra un coup de casse. Tu m'étonnes. Après, j'adore le stade des Raiders. Donc, je vais regarder le match avec encore plus d'amour parce que le côté moderne du truc m'amuse. Et je suis d'accord avec vous, il faut aller me saquer tout ça très, très vite. Et cette domination-là peut quand même nous aider grandement à gagner un match qui, franchement, doit être à notre portée parce que, bon, voilà, il y a un moment, je veux bien que les défendre sur les Bucks, sur les Chiefs, sur ce que tu veux, mais les Raiders, ça fait partie des équipes où s'ils refont le même match, je pense à Sirianni et à Hurts, on aura un vrai problème, Roger.
Ouais. Ouais, je pense que là-dessus, on est à peu près tous d'accord. Donc, il me faut un prono, Loïc. 27-24 Eagles. Attends. 2 secondes, je me remets dans mon siège. Je suis pas prêt là. Qu'est-ce qui se passe? Attends. Tu viens de pronostiquer une victoire des Eagles? Pour la première fois de l'année. Ah merde. Ah, je n'étais pas prêt là. Attends, vas-y Greg, il faut que je réfléchisse là. Je me suis pris un coup. Alors du coup, je suis obligé de pronostiquer une défaite. Bah ouais, ça marche? je sais pas. Je sais pas ce que je dois faire dans ces cas-là. Je suis en panique. 25 ans de métier pour me faire surprendre. Non, mais c'est l'univers parallèle. Tu sais, le bon devient le mal et le mal devient le bon. Il y a une sorte de... Ouais, c'est comme ça. J'annonce une victoire des Eagles de Philadelphie. 41-21. D'accord. Ah non, mais on n'est pas du tout dans la surenchère. Non, parce que j'ai annoncé les stats de Hurts. Bon, moi évidemment, c'est le match le plus important de l'année puisque mon compère Jean-Michel Boujard, fan des Raiders, nous écoute. Donc, évidemment, victoire des Eagles. Ça, je pense que ça ne fait même pas de débat. On va partir sur un petit 31-28. Voilà. Donc, je pense qu'on est tous d'accord. C'est signé. On est à 3 victoires, 4 défaites. Donc, on peut s'applaudir. Bravo. Bravo à tous. Non, mais dans ces cas-là, on est à 4 victoires et 4 défaites, puisqu'après, c'est les Lions. Faut pas déconner. Fais gaffe, parce que les Lions, c'est toi-même qui me l'as rappelé. Ça fait 10 ans que ça ne nous réussit pas. Hein. Depuis le match sous la neige, ouais. Fais bien gaffe au karma. Hein. On est la seule équipe qu'ils arrivent à battre. Putain. Non, mais en vrai, voilà, je pense que on ne sera pas favori, mais on a des vraies armes. Et comme toujours, on va apporter la positivité dans ces pronostics. Merci Greg. Merci Loïc. À vous et bravo pour ce podcast tenu alors qu'il y avait tous les éléments déchaînés contre nous. Bon courage Victor pour le montage et je pense que si vous l'avez écouté ce podcast, c'est que vous n'avez quasiment rien senti. Mais nous, on s'est marré et ce qui compte, c'est que vous aussi, vous ayez passé un bon moment. Qu'importe les coups de marteau-piqueur, les aboiements de chiens ou les pleurs de bébé. On a tout vécu. Ouais. Bon, merci à vous et on se retrouve du coup semaine prochaine pour l'épisode 48 où on parlera des Riders et des Lions comme on vient d'en discuter. Merci à vous. Bonne journée. Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins with the interception. And Dawkins is down to the 10.